Alors, bonjour à tous nos auditeurs et nos internautes autour de la planète. Bienvenue à Tam Tam Canada qui aujourd'hui va plonger en plein mystère pour lever le voile sur l'affaire, la question des vaccins contre la grippe. Non seulement sont-ils efficaces, mais est-ce qu'ils arrivent à être complètement inoffensifs? Il y a beaucoup de choses qui se promènent, je parlerai pas de virus, mais des histoires qui se promènent sur le web, notamment au Canada, qui influencent beaucoup notre réaction anti-virale ou anti-vaccin. Oui, Moi, je suis un anti-vaccin. Officiellement, vous êtes anti? Les deux fois que je me suis vacciné contre la grippe, j'ai eu des pires grippes de ma vie, ici au Canada. Eh bien. Oui, parce que vous dites efficaces, mais sont-ils vraiment efficaces? Ça dépend en fait de la souche qui nous atteint cette année-là. Hein? Ça dépend de l'année, ça dépend. Il y a des bonnes années, des mauvaises années. Anne-Marie? Je me suis jamais fait vacciner pour contre la grippe. Oh, non, c'est ça, jamais. Est-ce que c'est de contre la l'anti? grippe. C'est de l'anti ou c'est de la... Aucun intérêt. Non, je suis pas tombée malade plus que les autres d'ailleurs, mais bon. Alors, Marie-Claude? Moi, j'ai très rarement la grippe, donc j'ai jamais vu l'utilité de me faire vacciner. Vous avez l'air d'une personne en santé, donc vous n'êtes pas anti, vous êtes simplement une personne en santé. Je n'ai pas jugé que c'était nécessaire de le faire. Bon, on attend une personne qui est pro-vaccin ici. Y a-t-il une personne parmi... Levez-vous si vous êtes pro-vaccin. On parle de vaccin de la grippe, contre la grippe. Oui. Je ne l'ai jamais pris. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Non. Mais je pense que ça peut servir évidemment les enfants très jeunes, les personnes âgées, les gens qui ont des problèmes de santé importants pour les protéger. Mais si on parlait des vaccins de façon plus générale, là, c'est une autre affaire. Oui. Ben, on va en parler en deuxième moitié d'émission de cette affaire plus générale, là, si vous pouvez noter, d'accord? Pour le moment, on focalise sur cette grippe parce que 5 millions de Canadiens vont probablement l'attraper cette année. Et voici notre première question remue-ménage. Donc, remuez-vous les ménages et on va savoir qui est le meilleur élève ici. Ouais. Qui a étudié? Les enfants, à l'école, là, au pupitre, le professeur s'exprime. Voici la question du test aujourd'hui. 0 sur 20 déjà pour vous. OK. Voici la question. Marie-Claude et Anne-Marie et Paloma et Leonardo, la grippe dure à peu près 8 jours si on la soigne, mais combien de jours dure-t-elle si on ne fait rien? Combien de jours dure-t-elle en moyenne si on ne fait rien, si on n'a aucun traitement? En fait, les plus forts, c'est une semaine. Ça dure seulement une semaine quand vous l'avez? Ouais. Puis vous les symptômes les plus gros. D'accord. Ouais. Après, ça reste, mais 7 jours. On peut commencer à travailler après 7 jours. Marie-Claude? Moi, je dirais que c'est 10 jours. 10 jours. La même chose, c'est 8 jours, là, les fameux 7-8 jours. Oui, la semaine. La même chose, quoi, voyez-vous? 8 jours. À peu près aussi 8 jours. Oui. Voici la bonne réponse. La grippe, ça dure 8 jours si on la soigne, une semaine si on ne fait rien. Ben oui, c'est pareil. Exactement. Ça vous fait rire? Ben, ça ne m'étonne pas. C'est le célèbre humoriste français Raymond Devos qui nous avait fait rire là-dessus. On l'a tous donc en souvenir quelque part dans l'inconscient, cette histoire-là. Si vous le permettez, je vais vous demander, on a un invité mystère qui est en bout de ligne ici, qui est sur le Skype de Tam Tam Canada. Avant de le... Vous voyez ici, il est en petite image. On a une image de gros plan de notre studio. Ça sent bien. Il est là. Il est là? Oui. D'accord. Alors, en l'accueillant, je vais vous demander quel serait un remède de grand-mère favori pour combattre la grippe que vous n'avez jamais, Paloma? Remède de grand-mère? Une tisane avec du citron et du miel. Ah, exactement ce que j'allais dire. Miel, c'est fantastique. Et autre chose? Des capsules d'échinacée? Ah oui, échinacée, c'est très populaire aussi. Rester à la maison. Oui. Appelez malade. Fréquenter le moins de monde possible qui serait atteint du fameux virus. Hein? Très bien. Écoutez, on a invité un spécialiste ici du Québec, le docteur Gaston Dessert, médecin épidémiologiste. Est-ce que vous avez une misère à dire? Hein? Oui, épidémiologiste. Alors, c'est une histoire d'épidémie. C'est logique. Il travaille à l'Institut national de la santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Il a accepté sans délai, contrairement à Skype, de participer à notre émission. Alors, c'est fantastique. Écoutez, on a beaucoup de mythes comme ça qu'on entretient, beaucoup de croyances, et aussi, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le web concernant les dangers, entre guillemets, de ces campagnes de vaccination contre la grippe. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait rugir de colère ou de... Vous levez les bras en l'air en disant ça n'a pas d'allure en 2017 qu'on dise encore des âneries au sujet des vaccins contre la grippe ici au Canada?
En fait, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui me fassent rugir. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, je pense, qui ont de l'importance. Tout d'abord, il faut savoir que durant l'hiver, il y a beaucoup d'infections respiratoires. Et quand on teste des gens qui ont des symptômes de grippe, donc qui font de la fièvre, qui ont mal à la gorge, qui toussent, etc., à peu près le tiers de ces gens-là vont avoir la grippe pour vrai. Les autres 2 tiers, c'est des gens qui sont infectés par d'autres microbes que le microbe de la grippe. Et donc, quand on dit « j'ai reçu le vaccin de la grippe », et malgré ça, j'ai eu la grippe. Et il faut savoir que souvent, ce qu'on a eu, ce n'était pas la grippe. Et évidemment, le vaccin de la grippe n'est pas efficace contre les autres virus respiratoires. Alors, Leonardo, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a plusieurs personnes qui ont dit ça... Oh! Oui. Alors, ça a gelé la communication, Skype. Oui, on vous a perdu. Oui, oui. Mais écoutez, vous êtes capable de rétablir la communication? J'espère que oui. Oui. Je raccroche et je rappelle. Ah, il est là. Alors, oui, on vous a perdu pour les 30 dernières secondes. Que disiez-vous, cher spécialiste? Désolé. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez manqué la partie où je disais que 1 tiers des gens qui ont des symptômes de grippe ont vraiment la grippe. Oui, ça, on l'a eu. OK. Bon, et l'autre partie, c'est que un adulte, en général, on calcule que le risque de faire la grippe est de 5% par année. Ce qui veut dire qu'un adulte, si on met le 5% là, différent à chaque année, va faire un épisode symptomatique de grippe à chaque 20 ans. Wow! Donc, donc, c'est pas surprenant que plusieurs personnes disent « Ah, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait la grippe. » Eh bien. Ceci étant dit, le vaccin de la grippe, comme l'a dit une des personnes autour de la table, c'est quand même une catégorie différente de la vaccination pédiatrique. Donc, les vaccins qu'on a chez les enfants sont très efficaces, 90-95%. Et vraiment, quand on parle du vaccin de la grippe, c'est une classe à part. Qui n'a pas du tout la même efficacité que la vaccination contre les maladies pédiatriques. Okay. Donc, à ce niveau-là, les gens qui sont des jeunes adultes en bonne santé, qui disent « Est-ce que vraiment, pour moi, le vaccin de la grippe, c'est important? » Bien, il faut voir qu'un adulte qui va faire la grippe va avoir 2-3 jours au lit à faire de la fièvre, à avoir mal partout, etc., va tousser pendant une dizaine de jours. Mais les risques d'hospitalisation ou de décès sont très faibles. Et ceci est très différent pour les personnes âgées ou si on prend les personnes de 75 ans et plus qui constituent la majorité des gens qui vont être hospitalisés ou qui vont décéder de la grippe, bien pour eux, la grippe a des conséquences beaucoup plus graves et pour eux, même si le vaccin de la grippe est moins efficace que nos vaccins pédiatriques, les conséquences sont tellement plus graves que ça vaut quand même la peine d'utiliser le vaccin. Docteur Dessert, j'aimerais comprendre un peu la situation particulière des Canadiens. Nous, on vit dans des maisons renfermées l'hiver comme ça entre nous tous, un peu comme dans des igloos. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a tendance à avoir plus souvent la grippe que, par exemple, des gens qui habitent un petit peu plus au sud, par exemple, qui habitent à Washington, à la Maison-Blanche? Pour la Maison-Blanche, je serais un peu mal pris de parler, mais disons qu'il y a des grandes différences entre les pays zones tempérées et les pays tropicaux. Donc, dans les pays tropicaux, il y a de la grippe, mais la grippe n'a pas un aspect épidémique qui ressemble à celui qu'on a dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, dans les pays tempérés de ces 2 hémisphères-là. Pour donc l'hémisphère nord, les pays tempérés vont avoir des saisons épidémiques très marquées, alors que dans les zones tropicales, on aura plutôt une circulation à bas bruit, là, mais qui va se prolonger pendant des mois de temps. Paloma? En fait, je voulais poser la question aussi concernant la distribution géographique de la grippe, parce que je me souviens qu'au Mexique, il y a eu la grande épidémie des H1N1. Je pense que c'était dans les années... La grippe aviaire. Non, c'était l'autre. C'était après, oui. C'est un autre type de grippe. Ouais. Et puis, il y a eu une grande épidémie, puis beaucoup de gens sont décédés au Mexique. Donc, voilà, j'avais juste une question concernant la distribution géographique de ce type de grippe. Est-ce que l'endroit a une influence? Oui.
Alors, il faut. La grippe dont vous parlez, c'est la grippe qui a eu lieu en 2009. Donc, la pandémie de 2009 a été, je dirais, un peu, pas démarrée, mais identifiée. Et le premier lieu où on a vraiment dit qu'il y avait un problème, c'était au Mexique. Mais en réalité, il y avait eu des identifications qui avaient été faites en Californie. Donc, est-ce que c'est de la Californie ou du Mexique que part la grippe de 2009? Oui. Il y a encore un peu de débat là-dessus, mais ça semble plutôt être aux États-Unis que ça a commencé. Ceci étant dit, donc, la grippe est une maladie qui circule, je dirais, à large échelle. Donc, quand ça circule au Canada, aux États-Unis, au Mexique, ça circule à peu près en même temps en Europe, en Russie et en Chine. Donc, c'est vraiment une maladie qui a une distribution planétaire. Et même s'il y a des bonnes différences de température, par exemple, entre Washington et Québec, on aura à peu près la grippe à la même période. Docteur Dessert, j'apprécie beaucoup votre réponse à cette superbe question. Moi, je lui ai répondu plus rapidement. C'est sûr, ça a l'influence au Mexique. Après ça, après tout, on appelle ça l'influenza. Hein? Mais, très sérieusement, j'aimerais vous faire entendre, parce qu'on parle beaucoup de campagnes sur le web, des campagnes virales contre les vaccins, et j'en ai noté plusieurs durant notre recherche qu'on a effectuée cette semaine en préparation à cette émission. Une envoyée par Anonymous, donc ces voyous du web qui tentent de rétablir l'équilibre. Des fois aussi... Ou déstabiliser. Oui, c'est ça. Ça fait prendre des jours. Alors, je voulais pas passer de la propagande comme ça à l'antenne de Radio-Canada, ce n'est pas mon rôle, mais c'était mon rôle d'informer sur ce qui se passe, et j'ai procédé donc à un petit montage d'une vidéo Anonymous à écouter donc, et professeur, vous êtes professeur quelque part, mais docteur Dessert, vous écoutez et ensuite vous allez réagir, d'accord? Merci. On écoute. De nombreux experts médicaux s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'il est plus important pour vous et votre famille de vous protéger du vaccin contre la grippe que de la grippe elle-même. Chaque année, l'industrie pharmaceutique, les experts médicaux et les principaux médias travaillent dur pour nous convaincre de se faire vacciner contre la grippe. Mais on ne nous dit pas toute l'histoire. Ce que nous n'entendons pas, ce sont des cas sur les effets indésirables ou sur les produits chimiques toxiques qu'on nous injecte. Voici les raisons pour lesquelles les vaccins contre la grippe sont plus dangereux que la grippe elle-même. Première raison, en fait le vaccin contre la grippe rend malade pour commencer. Avez-vous déjà remarqué comment les enfants vaccinés tombaient malades, presque immédiatement après une vaccination? Deuxième raison, les vaccins antigrippaux contiennent d'autres ingrédients dangereux tels que le mercure. Je n'ai rien entendu. Troisième raison, le vaccin contre la grippe peut causer la maladie d'Alzheimer. On va réduire le son de la vidéo. Frondenberg, spécialiste en immunologie, on arrête la vidéo. Ceux qui font régulièrement le vaccin contre la grippe augmentent le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer par 10. Vous arrêtez la vidéo? Oui, Cinquième raison, essayez d'arrêter la vidéo. Alors que même les jeunes enfants bénéficient de vaccins contre la grippe. Voilà, c'est fait. Donc ça sera un problème technique à régler pour la semaine prochaine, pour permettre à nos invités d'entendre Skype pendant que... d'entendre la vidéo. C'est ça, exactement. Je vous résume l'affaire principalement. Il y avait 5 arguments, ou 11 arguments en fait, qui donnaient contre les vaccins, et un d'entre eux, c'était que les gens qui se font vacciner tombent très souvent dans les minutes qui suivent même. Alors, il y a aussi qu'il y a du mercure dans les vaccins, ou encore qu'il y a des échantillons d'un certain type d'aluminium dans les vaccins, donc des produits que les gens ont associés dans le passé à des problèmes de santé très sérieux, par exemple mercure et Alzheimer. Mais c'est pas un peu normal qu'on tombe légèrement malade après le vaccin, puisqu'on s'est fait inoculer le virus de la grippe? Docteur? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs éléments là, qui ont été dits. Oui. Alors, tout d'abord, on va essayer d'y aller un par un. Allez-y. On parlait d'un produit à base de mercure, le thimerosal, est un produit qui est mis dans les fioles de vaccin parce que, évidemment, lorsqu'on entre une première aiguille pour prendre une première dose, on peut contaminer le vaccin. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries qui entrent, il y a besoin d'un agent de préservation. Et le thimerosal est un agent de conservation dans lequel il y a une molécule de mercure, c'est vrai. La quantité de mercure qu'il y a là-dedans, elle est
vraiment infime. Et quand on parle des maladies dues aux intoxications au mercure, donc il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Minamata. On ne parle pas de quantité semblable à ce qu'on a dans une dose de vaccin. On parle de quantité vraiment des milliers de fois plus grande que ça. Donc, je pense que c'est certain que quand on dit le mot mercure, ça nous fait un peu trembler ou ça nous inquiète. Est évidemment quelque chose qui est très important quand on parle d'intoxication. La même chose pour l'aluminium. Donc, dans les vaccins, dans certains vaccins pour les enfants, on a l'aluminium qui est un agent qui augmente la capacité de notre système immunitaire de détecter ce qu'on a mis dans le vaccin pour monter une bonne réponse immunitaire. Là encore, la quantité d'aluminium qui est présente dans le vaccin, elle est extrêmement faible. Donc, je pense que il y a du vrai dans ce qui est dit, mais il y a du faux dans l'interprétation de ce qui est vrai. Donc, oui, il y a de l'aluminium, oui, il y a du mercure. Non, ces deux composantes-là sont pas en quantité suffisamment élevée pour être dommageables. Est-ce que le docteur Dessert a calmé vos appréhensions, vos soucis, vos préoccupations et vous allez maintenant aller vous faire vacciner? Mais en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on peut tomber malade après avoir reçu le vaccin quelques jours après? Là, ce que prétendait l'Anonymous? Bon, alors je pense que les vaccins, ce sont des produits pour stimuler notre système immunitaire et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que notre système immunitaire réagisse. Une des... ça va être de libérer, notre système immunitaire libère des produits qu'on appelle des cytokines qui vont stimuler l'apparition parfois de fièvre, des fois de douleurs musculaires, etc. Donc, c'est normal d'avoir une réaction après le vaccin, même si la grande majorité des gens vaccinés n'ont aucune réaction perceptible. Un des vrais mythes qui existent, c'est que lorsqu'on reçoit le vaccin, on va développer la maladie. Alors ça, c'est vraiment un mythe. Le vaccin ne contient pas de virus vivant pour les vaccins en injection. Le vaccin en vaporisation, qui est donné surtout chez les jeunes enfants, lui a un virus vivant qui est adapté à se développer uniquement dans le nez. Donc, on dit que c'est un virus qu'on appelle adapté au froid. Il ne peut pas se multiplier ailleurs que dans le nez qui a une température qui est inférieure à la température générale de notre corps. Donc, il n'y a pas là non plus de virus qui va se répandre dans notre corps et va nous donner la maladie. Est-ce qu'on peut avoir la malchance d'être vacciné puis après avoir une grippe, mais d'un autre genre de grippe? Bon, alors, je pense qu'un des vrais problèmes, c'est que le vaccin qu'on a est un vaccin qui est beaucoup moins... Excusez, il y a quelqu'un ça va devenir une vidéo virale. Là, Est-ce que c'est quelqu'un... Oui. Donc, en fait, le vaccin de la grippe n'a pas une efficacité très élevée. Ça varie d'une année à l'autre. On dit entre 30 et 60%, dépendant des années. Et évidemment, ça, c'est beaucoup moins bon que la performance qu'on a avec nos autres vaccins. Donc, à cet égard-là, c'est certainement décevant de se faire vacciner et malgré tout de faire la maladie. Et quand on parlait donc de tout votre groupe, ben, vous êtes des jeunes adultes qui apparaissaient du moins... Merci. On vous aime beaucoup, on vous appelle la semaine prochaine. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le bénéfice pour vous de vous faire vacciner, si vous vous faites vacciner à chaque année pour les prochaines années, vous allez réduire votre risque à peu près de moitié. Donc, au lieu de faire une grippe en 20 ans, vous allez faire une grippe en 40 ans. Bon, c'est sûr que dit comme ça, c'est pas trop attrayant. Hein? Mais par contre, je reviens à l'exemple initial des personnes âgées. Si on parle des personnes âgées, lorsqu'elles attrapent la grippe, beaucoup d'entre elles vont aboutir à l'hôpital et 5 à 10% de celles qui sont hospitalisées vont en décéder. Donc là, évidemment, on parle d'un danger beaucoup plus grand et donc la recommandation vise d'abord les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques sévères et pour les adultes en bonne santé, là, c'est une décision qui vous revient. Ben, c'est ça. Les animateurs de radio, vous faites ce que vous voulez. Voilà, merci. Très bien. Mais il faut quand même dire que la vaccination
c'est important pour les enfants, pour tous les enfants qui suivent les 12, je ne sais pas combien des vaccins qu'ils reçoivent. Je crois que c'est fondamental de dire que c'est important de les vacciner. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé en disant les vaccins des enfants, c'est une catégorie tout à fait différente, appartient à une catégorie tout à fait différente du vaccin de la grippe. Ce sont des vaccins beaucoup plus efficaces pour des maladies qui sont très sérieuses et donc, clairement, les vaccins des enfants sont chaudement recommandés et sans exception. Là. Puis enfant jusqu'à quel âge, docteur? Bien, ça varie. Les calendriers commencent à partir de l'âge de 2 mois pour les enfants. Donc, actuellement, il y a des visites à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois. Il y en a un avant l'entrée scolaire. Il y en a en 4e année. Il y en a en secondaire 3. Donc, il y a plusieurs doses réparties durant toute l'enfance et l'adolescence. Très bien. On va vous laisser partir. Vous êtes très occupés, plus que nous, certainement. Écoutez, vous pouvez laisser rentrer votre fille. Il n'y a pas de problème. C'est fini. Merci beaucoup, docteur, d'avoir pris le temps de nous parler. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Alors, docteur Gaston Desserre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Canada. Je m'éduque, moi. Oui, c'est pas votre médecin, donc. Non. Mais ça, écoutez, quand on parle, ils nous écoutent, ça c'est rare chez certains médecins. Moi, j'ai des médecins, je retourne plus les voir. Surtout pas pour me faire vacciner. Et je voulais vous demander, on va aller rapidement vers un autre dossier qui préoccupe beaucoup les parents, particulièrement au Québec, parce que c'est un peu nouveau, à grande échelle comme ça, mais ailleurs, dans le Canada aussi, les jeunes garçons, les jeunes filles d'abord, qui ont reçu le vaccin contre le VPH, donc le virus... Papillome humain. Exact. Donc, une grande campagne qui a lieu en ce moment, par exemple, au Québec, beaucoup de parents qui se posent des questions, est-ce que je devrais ou je devrais pas? Est-ce que finalement, on prend pas plus de risques que les risques de maladies éventuelles, de contracter le cancer en raison de relations sexuelles dans un jeune âge, avant l'âge de 19 ans? Je voulais vous amener vers... je vais faire un petit peu de désinformation. Je veux dire que c'est de la désinformation, mais peut-être que c'est bon, peut-être que c'est vrai. Le docteur Michel Georget, auteur de plusieurs ouvrages sur la vaccination en France, qui est à l'antenne, TF1, des grandes antennes, là, qui fait le tour, et on l'écoute. Il a un message anti-vaccin par rapport au VPH, et peut-être que ça trouvera un écho ici au Québec. En tout cas, il reprend des arguments qui sont souvent déployés ici, au Canada. On va l'écouter, donc, dans cette vidéo numéro 3. Écoutez ces arguments contre le fait de faire vacciner vos enfants de 14-15 ans contre le... C'est plus jeune. Ma fille a déjà été vaccinée, oui. Bon. Alors, voici ce qu'il dit, une partie de ce qu'il dit. Il parle également du Canada. C'est qu'il y a des informations qui n'apparaissent nulle part. J'ai trouvé, par exemple, sur un site officiel du ministère de la Santé du Canada, que pour les vaccins d'une façon générale, et c'est vrai aussi pour ce vaccin contre les papillomavirus, aucune recherche concernant la toxicité sur la reproduction et la toxicité sur ce qu'on appelle la reprotoxicité, n'est requise pour les vaccinations. Or là, nous avons affaire à des vaccins qui touchent la sphère génitale. Et ce qui est à craindre, c'est qu'on se retrouve dans quelques années, peut-être, avec des problèmes comparables à ceux qui ont été engendrés par le Distilbène. Vous savez, ce médicament, cette hormone de synthèse qui a été prise par les femmes il y a une trentaine d'années, pendant leur grossesse, et qui ont conduit à des cancers pour ces femmes, et surtout à des anomalies génitales et à des cancers chez la descendance. Les filles de ces mères qui ont été traitées par le Distilbène ont eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, et on en est aujourd'hui à la génération suivante, aux petits-enfants, dont les filles et même les garçons peuvent présenter des anomalies de l'appareil génital et voir des développements de cancer. Et on a donc là un exemple de transmission à travers les générations d'une toxicité d'un médicament, et il n'est pas du tout impossible qu'une telle toxicité soit retrouvée aussi pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus.
Essentiellement, ses arguments, c'est qu'on prend beaucoup de risques pour pas grand-chose, puisqu'il dit, au niveau des statistiques, c'est le 20e cancer atteignant les femmes en France, alors qu'au stade 1, on peut guérir 60%, au stade 2, 40%, au stade 3, 30%, au stade 4, 20%, et au bout de la ligne, il y a peu de personnes qui en meurent. Au Canada, j'ai regardé les chiffres, c'est le 20e cancer qui touche la femme. Ça, c'est pour le col. Maintenant, pour le corps de l'utérus, c'est un peu plus sérieux, c'est 8e cancer, mais tout de même, au niveau des décès, une femme sur 475, alors que le cancer du sein, une femme sur 30 va l'avoir, et beaucoup en décèdent. Alors, voilà, ça c'est ce n'est pas l'avis, disons, du ministère de la Santé du Québec ni du ministère de la Santé du Canada. Non. Donc, il faut être informé, il faut lire tout ce qu'il y a à lire, certainement des institutions publiques officielles, parce que sinon, c'est la meilleure manière de s'en informer. Et justement, avant d'avoir un débat ici autour de la table sur le pour et le contre de ces informations qu'on peut capter comme ça, voici la version plus officielle, plus gouvernementale. Elle vient de Radio-Canada, un reportage plus court que j'ai monté ici pour vous faire entendre les principaux arguments en faveur de la vaccination. Vous allez voir que si chez le docteur c'était noir, là c'est tout blanc. On écoute. Aujourd'hui, on peut lire qu'il y a pas mal de parents inquiets à propos du vaccin contre le VPH, un vaccin qui est donné chaque année à des élèves à travers le pays. Mais est-ce que ce vaccin est sûr? On le vérifie. D'abord, est-ce que c'est vrai que le vaccin ne protège pas contre tous les types de VPH? Oui, c'est vrai, parce qu'il existe une centaine de types du virus du papillome humain. Le vaccin protège contre 9 de ces VPH. Est-ce que c'est vrai que des personnes sont mortes après avoir été vaccinées? La compagnie Merck a testé 2 groupes. Un groupe avec le premier vaccin qu'elle a développé, le Gardasil, et l'autre groupe avec le Gardasil 9. Dans chacun des groupes, il y a 5 personnes qui sont décédées, mais regardez les causes. Accident de voiture, écrasement d'avion, suicide, hémorragie cérébrale, leucémie, choc septique, blessure par balle, tumeur maligne à l'estomac, mort inexpliquée. En aucun cas, on a été capable de faire le lien entre les morts et le vaccin. Bon, et puis l'éternelle question, est-ce que c'est vrai que ce vaccin provoque beaucoup d'effets secondaires? Prends une bonne respiration. Au Québec, depuis 2008, sur près d'1 million de doses, 330 personnes vaccinées contre le VPH ont eu des effets secondaires inhabituels. Une réaction allergique, par exemple, ou encore une rougeur sur la peau. Si tu faisais un petit peu de fièvre, tu demanderas à maman de te donner du Tylenol. L'Organisation mondiale de la santé le considère comme un vaccin extrêmement sûr. Alors voilà le pour et le contre. Et vous avez déjà vu ce reportage, Anne-Marie Yvon? Ben en fait, non, c'est parce que je suis souvent ce que fait la Vérif, mais je n'avais pas vu ce reportage en particulier. Bon. Alors, c'est des arguments intéressants. Là, on voit que il y a une campagne virale contre quelque chose, mais là, quand on creuse, on a le temps de creuser. On a des journalistes, des gens professionnels qui sont des artistes pour creuser des choses véritables. Ils obtiennent des informations qui, les gens qui ont eu des problèmes, ils sont décédés de choses tout à fait contraires, différentes. Il n'y a rien qui lie le vaccin avec leur mort. C'est bien le problème. Quand on entendait la vidéo, quand dans un moment donné, il a dit que c'était 9 souches qui étaient atteintes avec le vaccin. Oui. En fait, sur 300. Ce qui provoque les cancers d'utérus, c'est seulement 4. Il y en a juste 4 souches. Oui. C'est la 16, 18, 31 et 45. Sont les responsables de pouvoir développer une possibilité de cancer. Oui. C'est pas nécessaire que tu vas avoir un cancer quand tu as ces cépages-là, mais tu pourrais l'avoir. Oui. OK? Alors... ça soulève la question, c'est beaucoup d'initiatives, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de ressources mobilisées pour essayer de contrer un problème qui est petit ou plus petit qu'on ne le pensait initialement ou qu'on peut des fois le capter dans des campagnes publicitaires. Et ça soulève la question, s'il y a un vaccin pour ci ou pour ça, est-ce qu'on doit tous les prendre? Non, mais l'histoire, je pense que les vaccins, il faudrait les prendre parce que on parle de 1 cas dans 400 personnes, mais quand même, c'est un cas que le système de santé, il faut qu'il aille traiter. Puis ces traitements, c'est pas si cher que vacciner tout le monde. Ah oui.
Je pense qu'il y a une question d'argent toujours là-dedans. Mais je crois que si on a trouvé un vaccin qui peut peut-être empêcher un cancer de se développer, c'est déjà une grande réussite parce qu'on n'a pas trouvé un vaccin qui puisse empêcher le cancer du sein de se développer, ni d'autres. Du cerveau ou de quoi que ce soit. Dans le cas, c'est exactement, dans le cas du papillome humain, en fait, il y a plusieurs cancers qui sont liés, qui pourraient être évités, pourraient être empêchés de développer. Oui, l'utérus, le col de l'utérus, mais il y a aussi le pénis, il y a aussi d'autres parce que maintenant, on le donne ces mêmes vaccins aux garçons aussi. Parce que, donc, il y a plusieurs cancers qui pourraient être évités. Donc, c'est les pour et les contre qu'il faut. Les gens sont capables d'évaluer les informations. Oui, oui. On n'est pas là pour dire tous, rien. puisque beaucoup de gens ne font pas vacciner, que ce soit le VPH ou le VPM plutôt, ou d'autres maladies. Il y a encore beaucoup de gens qui ne font pas vacciner leurs enfants. Vous savez, en France, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient là. La France nous semble très souvent un peu plus socialiste, pas un peu trop, mais un peu plus socialiste, on va dire ça poliment, là. Un peu plus socialiste que nous au Québec. Et d'ailleurs, au Québec, on est très socialiste, perçu de la Maison-Blanche à Washington, par exemple. Alors, en France, qu'est-ce qu'ils vont faire, Marie-Claude? Déjà, en France, il y a des vaccins obligatoires, donc infantiles. Ouais, pour l'instant, il y en a 3 qui sont vraiment obligatoires, contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Mais en janvier, à partir de 2018, en janvier, il va y en avoir 8 autres qui vont s'ajouter. Donc, coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite. En fait, tout ce qu'on fait pour nos enfants ici, mais ici, c'est pas obligatoire. On peut encore, on peut envoyer une note en disant « Je veux pas que mon enfant soit vacciné ». Voici la question Tam Tam Canada cette semaine. D'autres y ont répondu sur l'Internet. Merci beaucoup. La France rend obligatoire en janvier prochain la vaccination de tous les enfants contre 11 maladies. Devrions-nous limiter ou pas? On va se limiter à quelques réactions, d'autant plus que les gens, nos internautes, se sont limités seulement à quelques réactions. Alors, Xavier Houssin, qui habite ici au Québec, imiter ou être conscient? Point d'interrogation. Bon. Oui, c'est pose une bonne question. Est-ce qu'on fait comme tous les autres ou on y réfléchit d'abord? Mamie Eleram, elle dit non en lettres majuscules. Ça veut dire en langage d'internaute, niet. Et puis Françoise Depardieu en France, ça doit bien faire un mois et demi qu'elle ne nous avait pas écrit. Oui. Et elle réagit. Malade de la grippe? Non, j'espère que non. Peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Occupée. Préoccupée? Non, elle était occupée. Il y a ses enfants qui vont à l'école, certainement. Elle parle de ses gros enfants à chaque fois qu'elle le peut. Bon, alors, je vais vous lire qu'est-ce que Mme Depardieu non, on va demander à Anne-Marie parce que... C'est la voix officielle de Mme Depardieu, c'est vrai. C'est vrai, faut pas... Alors, je suis Mme Depardieu à l'instant présent. Je l'imagine, Mme Depardieu, je l'imagine avec la voix de... Bon. Allons-y. Mais j'ai pas l'accent. Je suis contre les maladies mortelles, pardi. Elle habite dans le sud de la France. Ben oui, j'ai pas l'accent. Mais je n'ai pas confiance dans les laboratoires pharmaceutiques. Je pense que cette mesure de vaccination obligatoire va surtout profiter à l'industrie. La médecine se laisse acheter par les laboratoires. Je n'ai aucune confiance. Et elle poursuit en disant « Cela exigerait une transparence totale sur l'efficacité véritable de tous ces vaccins avec des tests faits par des labos indépendants selon moi. Je ne pense pas qu'il y a une véritable urgence au niveau de la santé pour nous imposer 8 vaccins obligatoires supplémentaires. » Et elle conclut en disant « Je pense que l'État répond aux pressions des labos qui veulent faire encore plus d'argent. Heureusement que mes 2 gros garçons de 16 et 17 ans n'auront pas à tendre l'épaule pour cette histoire-là. » Gros et en santé. On imagine. Oui, c'est bien. On nous offre donc les gros bisous à la fin. Gros bisous. Oui. On espère qu'elle n'est pas malade, parce que nous, on a peur des microbes de la France. Mais la question, quand même, elle est sérieuse. Est-ce qu'il y a, c'est sous-entendu dans sa réponse, est-ce qu'il y a des pressions économiques de la part des labos pour vendre des vaccins au gouvernement? Et le gouvernement dit, finalement, si tu veux nous vendre des vaccins, pourquoi pas? Nous, on a de l'argent, ça vient de partout. La question est en droit de se poser. Vous direz que je suis poisson, mais moi, j'ai élevé 3 enfants. Okay. Puis j'ai fait vacciner mes enfants, ils ont des beaux carnets de vaccination. Et j'ai toujours cru que c'était obligatoire. Je me suis même pas posé de questions. Je me suis dit, alors, le médecin me dit de faire ça, ben j'y vais. J'ai tout fait ça. J'étais pas journaliste à l'époque, je me posais pas autant de questions. À l'école de mon enfant, c'était divisé. C'était vraiment moitié-moitié. Il y a des gens qui ne voulaient absolument pas aller faire vacciner leur enfant et d'autres comme moi qui l'ont fait pour protéger les autres aussi. Pour nous, c'est les vaccins sur qui vont viser des maladies
qu'on connaît déjà, que ça fait 100 ans qu'on fait des vaccins, oui. Parce qu'on connaît. Mais ces vaccins qui viennent de sortir, qu'on ne sait pas, parce qu'on parle des possibilités des problèmes avec les VPH. Les VPH. Oui, VPH, oui. Mais l'histoire, c'est qu'on n'a pas de cas encore des gens qui ont pu il n'y a pas de casuistique en espagnol, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de cas pour évaluer les conséquences. D'accord. OK? Bon. Oui, mais c'est un grand débat. C'est un grand débat. C'est vrai que les nouveaux vaccins, on se pose toutes sortes de questions. Je me suis posé la question avec ma fille de 9 ans que l'année dernière a eu son vaccin contre le VPH. Sur le coup, je me suis dit, j'ai pas de preuves pour dire que ce n'est pas efficace. Donc, pour l'instant, je vais te protéger, puis je veux qu'on protège les autres aussi autour de nous. Donc, tous les faits, il n'y a pas de problème. Très bien. Oui. Je voudrais qu'on se quitte sur quelque chose de spécial qui va nous ramener 100 ans en arrière, presque maintenant 100 ans en arrière. Enfin, j'exagère. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais c'est de la musique typique du Québec, c'est bien. C'est notre premier indice. Mais Marie-Claude, merci beaucoup pour cette semaine. Ça m'a fait plaisir. On va se quitter donc sur ce mystère sonore qui sera bientôt visuel. Alors, Leonardo Gimeno, merci beaucoup. Merci à vous. Et Anne-Marie Yvon, félicitations pour les 2 prix remportés au sein de votre équipe cette semaine. L'espace autochtone. Merci. Le prix du président. Le prix du président de Radio-Canada pour l'inclusion, parce qu'il était temps d'inclure la parole autochtone à Radio-Canada. Alors, on est très fiers d'avoir reçu ces prix. Tant que ce n'est pas le prix du président américain, on est fiers de vous. Non. C'est très local, votre affaire. Nous allons rester avec le prix du président de Radio-Canada et de CBC, quand même, c'est à l'échelle du Canada. Hein. Bien sûr. Oui. Donc, une personnalité publique maintenant qui est avec nous. Et puis... Tous les jours, un peu de vitamine. Un peu de vitamine avec des vaccins, ça aide pour la santé. Oui. Vous regardez des publicités. Bien, les vitamines, Marie-Claude. Et puis, Paloma Martinez, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, 100 ans en arrière et quelques poussières de moins. Donc, autour des fin des années 20, début des années 30. Vous vous souvenez d'elle. C'est la première à avoir envoyé des fausses nouvelles sur le web, ou enfin presque. La Bolduc, qui chantait alors... Vous devinez? Je la grippe. Oui! La grippe. Tout le monde a la grippe! Tout le monde, OK. On a une épidémie, car tout le monde sont grippés. Il y en a pas de mes amis qui n'ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Castel, ils font d'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau.